Eh bien, bonsoir, bienvenue sur ce stream du 19 novembre. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est content d'être ici pour continuer nos aventures sur le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. On s'est arrêté à la fin du chapitre 8. Phileas Fogg, c'est un gentleman richissime, il a 40 000 livres dans son compte en banque, il est très bien. Il fait, j'avais lu Voyage au centre de la Terre, ça m'avait subjugué, ouais bah on l'a lu en stream précédemment, avant le tour du monde en 80 jours, et j'ai adoré ce bouquin évidemment, c'est juste incroyable en fait tout simplement. C'est juste exceptionnel, et évidemment Voyage au centre de la Terre, quand on a rencontré un personnage comme Hans, moi j'ai envie de vous dire, voilà, on ne peut être que comblé, on ne peut être que subjugué, comblé par un personnage aussi exceptionnel que Hans. Et on espère que Passepartout va faire de même, on espère que Passepartout va essayer de concurrencer un peu le personnage de Hans, qui est finalement personnage secondaire, mais tellement primordial à l'histoire, quoi. Voilà, Sarah Drew qui a suivi la lecture, bah voilà, forcément elle a été aussi subjuguée, bon après elle avait lu le livre avant, mais quand même quoi, Hans c'est quelqu'un qui marque, c'est quelqu'un qui marque dans les esprits. Donc, Phileas Fogg c'est quelqu'un d'extrêmement riche, qui fait pas grand chose dans sa vie, si ce n'est aller au Reform Club dès 11h30, il rentre à minuit et il va dormir. Il a vraiment des habitudes, c'est vraiment un maniaque, les heures ça doit être réglé, mais vraiment au poil de cul, hein, désolé de l'expression, et au point où il a viré son précédent domestique parce qu'il avait chauffé l'eau pour nettoyer sa barbe à 28 degrés au lieu de 30, donc il l'a remplacé par Passepartout, le nouveau valet de chambre qui était, avant d'être valet de chambre, habitait en France, il est français, Passepartout, et il était acrobate, voltigeur, sapeur-pompier, il a tout fait dans sa vie, Passepartout. Il a tout fait, ça a l'air d'être vraiment un crack, mais bon, il a envie de se calmer, il a envie de se ménager un petit peu, Passepartout. Donc, il part, il va à Londres pour devenir valet de chambre. Ça se passe pas très bien dans les familles dans lesquelles il est, etc. Les gens dépensent son comté, ils arrêtent pas de boire à profusion, etc. Donc, il en a un peu marre, mais là, il tombe sur Phileas Fogg, et là, c'est parfait parce que Phileas Fogg, il a pas de parents, il a pas de famille, il a pas d'amis, il a pas de femme, il fait rien à part aller au Reform Club, qui est un club d'hommes select, influents, politiciens, avocats, etc. Des gens pétés de thunes, quoi. Et en gros, l'occupation, c'est lire le journal, boire des coups et jouer au whist, qui est un jeu de cartes. Évidemment avec de l'argent, parce que sinon ça ne serait pas un club d'hommes select, voyons. Et donc Phileas Fogg, avant d'aller au Reform Club, il rencontre donc son nouveau domestique, Passepartout, il l'engage, et Phileas Fogg, donc il va au Reform Club, il lit le journal, et le soir, il rencontre tous ses compères du Reform Club, et il va donc démarrer une partie de whist. Pendant cette partie, ils évoquent, avec notamment Gauthier Ralph, qui est un employé de la Banque d'Angleterre, ils évoquent un vol qui s'est produit dans cette banque, quelqu'un qui a dérobé la somme de 55 000 livres. Je rappelle que la fortune totale de Phileas Fogg, c'est 40 000 livres, donc c'est une grosse somme. Et il commence à y avoir une discussion entre les parties de whist, entre les gentlemen, qui essaient de dire est-ce que le voleur peut finalement échapper aux forces de l'ordre alors que tous les pays sont au courant de ce vol et veulent mettre la main sur le voleur. Et Andrew Stuart, qui est un des gentlemen, lui, il est persuadé que le voleur va pouvoir s'en aller, il va pouvoir partir, il va pouvoir échapper aux forces de l'ordre, mais il y en a beaucoup qui partagent pas cet avis et qui pensent que, justement, le voleur peut être retrouvé, sachant, ça c'est un des gentlemen qui le dit, que la Terre a tendance à diminuer un petit peu en surface parce que on voyage de plus en plus vite à travers le monde. Et il cite notamment un article du Morning Chronicle qui dit que grâce aux nouvelles voies ferrées, aux paquebots, etc., il est possible aujourd'hui de faire le tour du monde en 80 jours.
Et Andrew Stewart, il est là, ouais, mais 80 jours, c'est sans compter les intempéries, les imprévus, les retards, etc., etc. Mais Phileas Fogg, il est là, non, 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 80 jours, tout compris, c'est possible de faire le tour du monde en 80 jours. Et Andrew Stewart, il est là, mais non, c'est pas possible. Puis Phileas Fogg, il est là, mais oui, mais c'est possible. Et puis Andrew Stewart, il est là, mais non, c'est pas possible. Bref, jusqu'au moment où Phileas Fogg, ou je crois que c'est Andrew Stewart qui propose ça, il dit je serais prêt à parier que ce n'est pas possible. Et là, Phileas Fogg, il dit bah chiche, cap ou pas cap, on y va ensemble. Et Andrew Stewart, il est là, non mais c'est mort, hein, jamais de la vie. Mais Phileas Fogg, il y tient et il dit bah moi je vais y aller et je vais le prouver. Et je propose même de miser 20 000 livres, la moitié de sa fortune, pour ce voyage. Je te dis que je vais pouvoir le faire en 80 jours. Et les gentlemen commencent à se concerter, et puis ils sont là, bon bah tous les gentlemen parient avec Phileas Fogg que Phileas Fogg, je vais y arriver, ne va pas réussir à faire le tour du monde en 80 jours. Et donc Phileas Fogg, il consulte sa montre, puis il est là, bon de toute façon il y a un train qui doit partir dans quelques heures pour Paris, donc je vais prendre ce train maintenant. Et voilà, il signe le pari et il décide de le faire sur un coup de tête comme ça, voilà. Alors que Passepartout, bah lui, il avait envie de passer des moments tranquilles. Lui, l'objectif de ce job, c'était d'être tranquille, d'être avec quelqu'un de casanier. Et puis là, Phileas Fogg, il lui dit, bah non, en fait, on va faire le tour du monde, en fait. Donc prépare un petit sac avec 2-3 trucs, on achètera en chemin, mais on y va, on part maintenant. Donc Passepartout, il est un petit peu abasourdi quand même, il est là, non mais, enfin, bah, fait chier. Et ils partent, et là, patatras, ils arrivent à la gare, et là, Passepartout, il lui dit, en fait, j'ai oublié un petit truc, j'ai oublié d'éteindre le bec de gaz de ma chambre. J'ai oublié d'éteindre le bec de gaz de ma chambre. Et puis bah Phileas Fogg il lui dit bah ça sera pour ton compte quoi. Du coup tout ce qui s'échappe en gaz bah c'est toi qui le paies. Et il faut espérer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait décidé d'entrer dans la maison craquer une allumette. Ça serait un peu dommage parce que sinon il y a tout qui pète, hein, il y a tout qui pète. Nope, t'as 20 minutes et on se casse, Passepartout. Bah ouais, il avait tellement peu de temps qu'il a oublié de faire le truc le plus important, c'est-à-dire éteindre le gaz. C'est con, c'est con. C'est con. Donc ça, c'est le premier truc qui, bon, est un peu embêtant, mais a priori, ça devrait aller. Mais c'était sans compter sur le fait que, bah, évidemment, quand t'apprends en 1873, en 1872 en l'occurrence, que t'as quelqu'un qui va faire le tour du monde en 80 jours et puis qu'il y a eu un pari sur le oui ou non va-t-il y arriver. Et du coup forcément ça en parle dans les journaux mondiaux, tout le monde parle de ce voyage et forcément bah au début il y a une grosse effervescence autour de ce sujet. Mais au fur et à mesure, les experts se mettent à dire bah en fait le mec il part genre en fin d'année, donc c'est l'hiver, donc il y a les intempéries, donc il y a le froid, donc il y a forcément aussi des imprévus, des retards, il peut pas se téléporter je sais pas, d'un port à une gare, donc il faut qu'il chope toutes les correspondances, donc ça veut dire qu'il doit aussi un peu avoir de l'avance sur certains voyages, il doit compenser ses retards, bref, c'est quasiment impossible en fait. Ce voyage est quasiment impossible, mais malgré tout, il y a quand même des paris qui ont été ouverts, les gens ont quand même parié, ils ont quand même, c'est même coté en bourse, le Phileas Fogg est coté en bourse. Mais forcément, de moins en moins de gens y croient vraiment à ce voyage et à la probabilité que Phileas Fogg arrive dans les 80 jours à faire le tour du monde. Et en plus de ça, patatras, il y a un détective qui s'y mêle et puis qui se dit, en fait, ce mec là qui veut faire son tour du monde, machin, bah il y a moyen que ce soit potentiellement le voleur. Et donc forcément, bah détective fixe. Il l'attend au canal de Suez, parce qu'évidemment il doit passer par le canal de Suez pour faire son tour du monde. Donc le détective fixe l'attend au canal de Suez, il demande au consul de Suez de ne pas viser son passeport, donc de ne pas le valider, en attendant qu'il puisse faire une dépêche, le détective fixe, pour essayer d'avoir un mandat d'arrestation pour arrêter Phileas Fogg. En plus de ça, il a une discussion avec Passepartout qui lui dit « Ouais, alors en fait, on a un sac où il y a à peu près 20 000 livres à l'intérieur, donc bon, il faudrait pas qu'on le paume, ce serait un peu dommage. »
Puis le détective Fix, qui ne lui a pas dit qu'il était détective, évidemment, lui dit « Ah, c'est curieux quand même d'avoir autant d'argent sur soi. Puis il veut faire quoi, votre maître, là ?» Puis il lui dit « Bah ouais, en fait, il a prévu de faire un tour du monde, enfin, j'ai pas compris pourquoi. Il a décidé ça super subitement comme ça. Franchement, c'est trop chelou. » Et puis le détective, il est là « Ah bon, mais dis donc, c'est bizarre. » Bon bref, en gros... il est quasiment sûr que c'est Phileas Fogg qui est le voleur dans cette histoire. Donc, le détective décide de monter dans le bateau qui s'est donc arrêté au canal de Suez et qui va continuer en direction de Bombay. Et il décide de monter dans le bateau pour suivre Phileas Fogg et essayer de l'arrêter pour autant qu'il obtienne un mandat d'arrestation, évidemment. Donc voilà, on a une petite carte exceptionnelle. Donc ils sont partis de Londres. Ils sont arrivés à Paris. Ils descendent. Brindisi. Depuis Brindisi, c'est où Brindisi? Ici. Depuis Brindisi, ils vont en direction du canal de Suez, traversent la mer Rouge, le golfe d'Aden, pour arriver ensuite à Bombay. Et depuis Bombay, après, ils font un autre tracé qu'on va voir, on va découvrir ensemble, évidemment. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, a priori, ils vont donc reprendre leur bateau qui s'appelle le Mongolia. Ils vont reprendre ce bateau pour aller en direction de Bombay. Et il y a le détective Fix qui est à bord également. Qui potentiellement voudra arrêter Phileas Fogg quand il arrivera en Inde sur sol britannique à l'époque, et donc il va pouvoir l'arrêter, quoi. Faut espérer que ça n'arrive pas, parce que si ça arrive, évidemment, le voyage risque d'être un petit peu compromis. 80 jours, c'est chaud, donc il y a intérêt à pas avoir de mauvaises surprises comme le fait de se faire arrêter, quoi. Chapitre 9. Où la mer Rouge et la mer des Indes se montrent propices au dessein de Phileas Fogg. La distance entre Suez et Aden est exactement de 1310 miles et le cahier des charges de la compagnie alloue à ces paquebots un laps de temps de 138 heures pour la franchir. Le Mongolia, dont les feux étaient activement poussés, marchait de manière à devancer l'arrivée réglementaire. C'est plutôt bon signe. La plupart des passagers embarqués à Brindisi avaient presque tous l'Inde pour destination. Les uns se rendaient à Bombay, les autres à Calcutta, mais via Bombay, car depuis qu'un chemin de fer traverse dans toute sa largeur la péninsule indienne, il n'est plus nécessaire de doubler la pointe de Ceylan. Parmi ces passagers du Mongolia, on comptait divers fonctionnaires civils et des officiers de tout grade. De ceux-ci, les uns appartenaient à l'armée britannique proprement dite, les autres commandaient les troupes indigènes de Sipaï, tous chèrement appointés, même à présent que le gouvernement s'est substitué aux droits et aux charges de l'ancienne Compagnie des Indes. Sous-lieutenant à 7 000 francs, brigadier à 60 000, généraux à 100 000. Le traitement des fonctionnaires civils est encore plus élevé. Les simples assistants au premier degré de la hiérarchie ont 12 000 francs, les juges 60 000 francs, les présidents de cour 250 000 francs, les gouverneurs 300 000 francs et le gouverneur général plus de 600 000 francs. Note de l'auteur. C'est plutôt pas mal comme somme. C'est plutôt une belle somme. C'est plutôt une belle somme, j'imagine, à l'époque. Après, la conversion, etc., vous savez, mais bon... C'est un paquet de thunes, quoi. C'est un paquet de thunes. Donc on comptait divers fonctionnaires, civils, officiers, etc. Certains armées britanniques, les autres commandaient les troupes indigènes de Sipaï. Donc les Sipaï, on en avait entendu parler dans la lecture du Signe des Quatre de Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, évidemment, désigne un soldat indien ayant servi à l'époque coloniale dans une armée occidentale. Et il y a eu notamment la révolte des Sipaï, et c'est de ça dont parle d'ailleurs le Signe des Quatre. Enfin, une des choses qui amorce l'histoire du Signe des Quatre, c'est notamment cette révolte des Sipaï. Voilà, ça se regroupe, c'est exceptionnel, quoi. Finalement, on est en train
On est en train de recroiser les divers bouquins, etc. C'est beau, c'est beau. On vivait donc bien à bord du Mongolia, dans cette société de fonctionnaires auxquels se mêlaient quelques jeunes Anglais qui, le million en poche, allaient fonder au loin des comptoirs de commerce. Le purser, l'homme de confiance de la compagnie, l'égal du capitaine à bord, faisait somptueusement les choses. Au déjeuner du matin, au lunch de 2 heures, au dîner de 5h30, au souper de 8 heures, les tables pliaient sous les plats de viande fraîche et les entremets fournis par la boucherie et les offices du paquebot. Les passagères, il y en avait quelques-unes, changeaient de toilette 2 fois par jour. On faisait de la musique, on dansait même, quand la mer le permettait. Mais la mer Rouge est fort capricieuse et trop souvent mauvaise, comme tous ces golfes étroits et longs. Quand le vent soufflait soit de la côte d'Asie, soit de la côte d'Afrique, le Mongolia, long fuseau à hélice, pris par le travers, roulait épouvantablement. Les dames disparaissaient alors, les pianos se taisaient, chant et danse cessaient à la fois. Et pourtant, malgré la rafale, malgré la houle, le paquebot, poussé par sa puissante machine, courait sans retard vers le détroit de Bab el-Mandeb. Ah oui, donc c'est en fait c'est pour entrer dans le golfe d'Adam. Merci infiniment Lisa la pizza. Merci Lisa la pizza pour ton follow. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Et nos amis foncent en direction du détroit de Bab el-Mandeb pour entrer dans le golfe d'Aden et pour ensuite arriver dans la ville de Bombay. Quelle coïncidence, je lis ce livre en cours de français, mais exceptionnel. Donc écoute, n'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas, on est là pour ça, on est là pour répondre aux questions. De toute façon, c'est un peu ce qu'on fait, hein. Moi je m'arrête de temps en temps pour essayer d'aller chercher un petit peu les choses qu'on ne comprend pas, évidemment. Parce que c'est important donc, et pourtant malgré... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Malgré la rafale, malgré la houle, le paquebot poussé par sa puissante machine courait sans retard vers le détroit de Bab el-Mandeb. Que faisait Phileas Fogg pendant ce temps? On pourrait croire que, toujours inquiet et anxieux, il se préoccupait des changements de vent nuisibles à la marche du navire, des mouvements désordonnés de la houle qui risquaient d'occasionner un accident à la machine, enfin de toutes les avaries possibles qui, en obligeant le Mongolia à relâcher dans quelque port, auraient compromis son voyage. Aucunement! Aucunement, Phileas Fogg, il se préoccupe pas de ça. Alors qu'est-ce qu'il fait du coup? Aucunement. Ou tout au moins, si ce gentleman songeait à ces éventualités, il n'en laissait rien paraître. C'était toujours l'homme impassible, le membre imperturbable du Reform Club, qu'aucun incident ou accident ne pouvait surprendre. Il ne paraissait pas plus ému que les chronomètres du bord. On le voyait rarement sur le pont. Il s'inquiétait peu d'observer cette mer Rouge, si féconde en souvenirs, ce théâtre des premières scènes historiques de l'humanité. Il ne venait pas reconnaître les curieuses villes semées sur ses bords et dont la pittoresque silhouette se découpait quelquefois à l'horizon. Il ne rêvait même pas au danger de ce golfe arabique dont les anciens historiens Strabon, Arrien, Artémidore et Drisy ont toujours parlé avec épouvante et sur lequel les navigateurs ne se hasardaient jamais autrefois sans avoir consacré leur voyage par des sacrifices propitiatoires. Strabon, flashback des TD et exposés d'histoire ancienne. Non, pas lui. On va quand même y jeter un œil. On va quand même y jeter un œil. Putain, ça doit être chaud d'aller voir ce qu'il a écrit. 60 avant Jésus-Christ. Est un géographe et historien grec né à Amazé dans le Pont, autour du 60 avant Jésus-Christ. Si tu as envie de nous dire quelques petits trucs sur Strabon, surtout n'hésite pas. Hein. N'hésite pas, après, bon, visiblement, c'est des mauvais souvenirs. C'est de très vieux historiens, il a une culture, ce Jules Verne, c'est quand même exceptionnel. Hein. C'est quand même incroyable, quoi. Description des campagnes militaires d'Alexandre le Grand, en 7 livres. Ah ouais. Mais bon, la question que tout le monde se pose, c'est que faisait donc cet original emprisonné dans le Mongolia? D'abord, il faisait ses 4 repas par jour, sans que jamais ni Roulis ni Tangage puissent détraquer une machine si merveilleusement organisée. Puis, il jouait au whist, évidemment. J'ai fait mon exposé avec 2 textes et un était de lui, mais j'ai trop bossé sur lui là. Je comprends.
Oui, il avait rencontré des partenaires aussi enragés que lui. Un collecteur de taxes qui se rendait à son poste à Goa, un ministre, le révérend Decimus Smith, retournant à Bombay, et un brigadier général de l'armée anglaise qui rejoignait son corps à Bénarès. Ces trois passagers avaient pour le whist la même passion que M. Fogg, et ils jouaient pendant des heures entières, non moins silencieusement que lui. Quant à Passepartout, le mal de mer n'avait aucune prise sur lui. Le crack. Il occupait une cabine à l'avant et mangeait, lui aussi, consciencieusement. Il faut dire que décidément ce voyage, fait dans ces conditions, ne lui déplaisait plus. Il en prenait son parti. Bien nourri, bien logé, il voyait du pays, et d'ailleurs il s'affirmait à lui-même que toute cette fantaisie finirait à Bombay. Détrompe-toi, mon ami. Le lendemain du départ de Suez, le 10 octobre, ce ne fut pas sans un certain plaisir qu'il rencontra sur le pont l'obligeant personnage auquel il s'était adressé en débarquant en Égypte, notre cher détective, le cher détective Fix. « Je ne me trompe pas, dit-il en l'abordant avec son plus aimable sourire. C'est bien vous, monsieur, qui m'avez si complaisamment servi de guide à Suez. Oui, pardon. Oui, parce qu'on se souvient que le détective Fix a emmené Passepartout dans un bazar à Suez parce qu'il devait acheter quelques habits supplémentaires pour son maître, Phileas Fogg. Et donc, le détective, vu qu'il savait que c'était évidemment le domestique de Phileas Fogg, bah, il s'est proposé de l'accompagner, et puis de lui poser quelques petites questions, etc. Pour en savoir un petit peu plus, finalement. Hein, pour en savoir un petit peu plus sur notre ami Phileas. Mais Passepartout, évidemment, bah, c'est un homme honnête. Il ne sait pas que c'est le détective. Il ne sait pas que c'est un détective. Donc, bon, bah, jusque-là, c'est son pote. Il s'est fait un pote, il est content. Il est content, Passepartout. C'est bien vous, monsieur, qui m'avez si complaisamment servi de guide à Suez? En effet, répondit le détective. Je vous reconnais. Vous êtes le domestique de cet Anglais original. Précisément, Monsieur Fix. Monsieur Fix, répondit Passepartout, enchanté de vous retrouver à bord. Et où allez-vous donc? Mais, ainsi que vous, à Bombay? C'est au mieux. Est-ce que vous avez déjà fait ce voyage? Plusieurs fois, répondit Fix. Je suis un agent de la compagnie péninsulaire. Alors vous connaissez l'Inde? Mais... oui, répondit Fix, qui ne voulait pas trop s'avancer. Et c'est curieux, cette Inde-là? Oh, très curieux. Des mosquées, des minarets, des temples, des fakirs, des pagodes, des tigres, des serpents, des bayadères. Mais il faut espérer que vous aurez le temps de visiter le pays. Je l'espère, monsieur. Monsieur Fix. Vous comprenez bien qu'il n'est pas permis à un homme sain d'esprit de passer sa vie à sauter d'un paquebot dans un chemin de fer et d'un chemin de fer dans un paquebot, sous prétexte de faire le tour du monde en 80 jours. Non. Toute cette gymnastique cessera à Bombay, n'en doutez pas. Des bayadères. Ça, c'est un bon mot, ça aussi. Des bayadères. Danseuses sacrées de l'Inde. Bayadères. Danseuses sacrées de l'Inde. Mais il faut espérer que vous aurez le temps de visiter le pays, quand même. N'en doutez pas. Ça se finira à Bombay, notre histoire. Et il se porte bien, Mr. Fogg? Demanda Fix du ton le plus naturel. Très bien, monsieur Fix. Moi aussi, d'ailleurs, vu que vous me posez la question. Je mange comme un ogre qui serait à jeun. C'est l'air de la mer. Et votre maître, je ne le vois jamais sur le pont. Jamais. Il n'est pas curieux. Savez-vous, monsieur Passepartout, que ce prétendu voyage en 80 jours pourrait bien cacher quelques missions secrètes? Une mission diplomatique, par exemple. Ma foi, monsieur Fix, je n'en sais rien, je vous l'avoue. Et au fond, je ne donnerai pas une demi-couronne pour le savoir. Depuis cette rencontre, Passepartout et Fix causèrent souvent ensemble. L'inspecteur de police tenait à se lier avec le domestique du sieur Fogg. Cela pouvait le servir à l'occasion. Il lui offrait donc souvent au bar-room du Mongolia quelques verres de whisky ou de pale ale que le brave garçon acceptait sans cérémonie et rendait même pour ne pas être en reste, trouvant d'ailleurs ce Fix un gentleman bien honnête.
Cependant, le paquebot s'avançait rapidement. Le 13, on eut connaissance de Moka qui apparut dans sa ceinture de murailles ruinées, au-dessus desquelles se détachaient quelques dattiers verdoyants. Au loin, dans les montagnes, se développaient de vastes champs de caféiers. Passepartout fut ravi de contempler cette ville célèbre, et il trouva même qu'avec ses murs circulaires et un fort démantelé qui se dessinait comme une anse, elle ressemblait à une énorme demi-tasse. Wow, ça a changé, hein. Ça a changé, Moka. C'est... Ça a un peu changé, en vrai, hein. Moka, qui est donc une ville du Yémen. Passepartout fut ravi de contempler cette ville célèbre. Et il trouva même qu'avec ses murs circulaires et un fort démantelé qui se dessinait comme une anse, elle ressemblait à une énorme demi-tasse. Pendant la nuit suivante, le Mongolia franchit le détroit de Bab el-Mandeb, dont le nom arabe signifie la porte des larmes. Et le lendemain, 14, il faisait escale à Steamer Point, au nord-ouest de la rade d'Aden. C'est là qu'il devait se réapprovisionner de combustible. Grave et importante affaire que cette alimentation du foyer des paquebots à de telles distances des centres de production. Rien que pour la compagnie péninsulaire, c'est une dépense annuelle qui se chiffre par 800 000 livres, 20 millions de francs. Il a fallu en effet établir des dépôts en plusieurs ports, et dans ces mers éloignées, le charbon revient à 80 francs la tonne. Ah bah oui, à l'époque, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, hein. Le Mongolia avait encore 1650 miles à faire avant d'atteindre Bombay, et il devait rester 4 heures à Steamer Point afin de remplir ses soutes. Mais ce retard ne pouvait nuire en aucune façon au programme de Phileas Fogg. Il était prévu. D'ailleurs, le Mongolia, au lieu d'arriver à Aden le 15 octobre, seulement au matin, y entrait le 14 au soir. C'était un gain de 15 heures. C'est pas négligeable. Mr. Fogg et son domestique descendirent à terre. Le gentleman voulait faire viser son passeport. Fix le suivit sans être remarqué. La formalité du visa accomplie, Phileas Fogg revint à bord reprendre sa partie interrompue. Passepartout, lui, flâna, suivant sa coutume, au milieu de cette population de Somalis, de Banyans, de Parsis, de Juifs, d'Arabes, d'Européens, composant les 25 000 habitants d'Aden. Il admira les fortifications qui font de cette ville le Gibraltar de la mer des Indes et de magnifiques citernes auxquelles travaillaient encore les ingénieurs anglais, 2000 ans après les ingénieurs du roi Salomon. Très curieux, se disait Passepartout en revenant à bord. Je m'aperçois qu'il n'est pas inutile de voyager si l'on veut voir du nouveau. Plutôt oui. Plutôt, Passepartout. Merci de le dire, merci de le préciser. À 6 heures du soir, le Mongolia battait des branches de son hélice les eaux de la rade d'Aden et courait bientôt sur la mer des Indes. Il lui était accordé 168 heures pour accomplir la traversée entre Aden et Bombay. Du reste, cette mer indienne lui fut favorable. Le vent tenait dans le nord-ouest. Les voiles vinrent en aide à la vapeur. Le navire, mieux appuyé, roula moins. Les passagères en fraîche toilette reparurent sur le pont. Les chants et les danses recommencèrent. Le voyage s'accomplit donc dans les meilleures conditions. Passepartout était enchanté de l'aimable compagnon que le hasard lui avait procuré en la personne de Fix. Le dimanche 20 octobre, vers midi, on eut connaissance de la côte indienne. 2 heures plus tard, le pilote montait à bord du Mongolia. À l'horizon, un arrière-plan de collines se profilait harmonieusement sur le fond du ciel. Bientôt, les rangs de palmiers qui couvrent la ville se détachèrent vivement. Le paquebot pénétra dans cette rade formée par les îles Salsette, Colaba, Elephanta, Butcher, et à 4h30, il accostait les quais de Bombay. Phileas Fogg achevait alors le 33e robre de la journée. Le 33e, ça en fait des manches, ça en fait des manches de whist, ça.
Phileas Fogg achevait alors le 33e robre de la journée, et son partenaire et lui, grâce à une manœuvre audacieuse, ayant fait les 13 levées, terminèrent cette belle traversée par un chelem admirable. Le Mongolia ne devait arriver que le 22 octobre à Bombay. Or, je vais y arriver, je suis fatigué aujourd'hui. Or, il y arrivait le 20. C'était donc, depuis son départ de Londres, un gain de 2 jours que Phileas Fogg inscrivit méthodiquement sur son itinéraire à la colonne des bénéfices. Ah oui, parce qu'on se rappelle qu'il tient un journal de bord. On se rappelle qu'il tient un petit journal de bord dans lequel il note exactement l'heure d'arrivée de départ à chaque endroit et les heures qu'il est censé faire pour aller d'une ville à une autre et s'il y a un gain ou une perte. Et là, en l'occurrence, depuis son départ de Londres, un gain de 2 jours que Phileas inscrivit méthodiquement sur son itinéraire à la colonne des bénéfices, donc. Donc ils sont plutôt bien partis, pour le moment ils sont en avance sur le programme, c'est une chance. Ça veut dire que s'il y a un petit imprévu, il y a une petite sécurité. Et ça fait plaisir. Ils vont pouvoir du coup s'arrêter un petit peu à Bombay, j'imagine, parce qu'ils vont pas... Je pense qu'ils doivent quand même attendre la correspondance, je pense. Chapitre 10, où Passepartout est trop heureux d'en être quitte en perdant sa chaussure. D'accord. D'accord, Passepartout. Personne n'ignore que l'Inde, ce grand triangle renversé dont la base est au nord et la pointe au sud, comprend une superficie de 1400 000 carrés, sur laquelle est inégalement répandue une population de 180 millions d'habitants. 180 millions d'habitants, putain. C'est énorme. Enfin, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais pour l'époque, ça paraît juste insensé, quoi. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur une certaine partie de cet immense pays. Il entretient un gouverneur général à Calcutta, des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale et un lieutenant-gouverneur à Agra. Mais l'Inde anglaise, proprement dite, ne compte qu'une superficie de 700 000 miles carrés et une population de 100 à 110 millions d'habitants. C'est assez dire qu'une notable partie du territoire échappe encore à l'autorité de la reine. Et en effet, chez certains rajas de l'intérieur, farouches et terribles, l'indépendance hindoue est encore absolue. Depuis 1756, époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la ville de Madras, jusqu'à cette année dans laquelle éclata la grande insurrection des Sipais, la célèbre Compagnie des Indes fut toute puissante. Elle s'annexait peu à peu les diverses provinces, achetées au Raja au prix des rentes qu'elle payait peu ou point. Elle nommait son gouverneur général et tous ses employés civils ou militaires. Mais maintenant, elle n'existe plus et les possessions anglaises de l'Inde relèvent directement de la couronne. La colonisation. Donc oui, la grande insurrection des Sipais, c'est donc, ça fait référence donc à la révolution des Sipais qui sont donc ces soldats indiens qui se sont donc révoltés contre les Britanniques. Soulèvement populaire qui a lieu en Inde en 1857 contre la Compagnie anglaise des Indes orientales. Il est également appelé Première guerre d'indépendance indienne ou Rébellion indienne de 1857. Et donc, soldats indiens ayant servi à l'époque coloniale dans une armée occidentale. Aussi, l'aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tendent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d'homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l'Indus, le Gange et un chemin de fer qui traverse l'Inde dans toute sa largeur en se ramifiant sur son parcours, mais Bombay à 3 jours seulement de Calcutta. Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l'Inde. La distance à vol d'oiseau n'est que de 1000 à 1100 miles. Et
n'est que de 1000 à 1100 miles et des trains animés d'une vitesse moyenne seulement n'emploieraient pas 3 jours à la franchir. Mais cette distance est accrue d'un tiers au moins par la corde que décrit le railway en s'élevant jusqu'à Allahabad dans le nord de la péninsule. Voici en somme le tracé à grands points du Great Indian Peninsular Railway. En quittant l'île de Bombay, il traverse Salsette, saute sur le continent en face de Tana, franchit la chaîne des Ghats occidentales, court au nord-est jusqu'à Burhampur, sillonne le territoire à peu près indépendant du Bundelkhund, s'élève jusqu'à Allahabad, s'infléchit vers l'est, rencontre le Gange à Bénarès, s'en écarte légèrement et redescendant au sud-est par Bourdivan et la ville française de Chandernagore, il fait tête de ligne à Calcutta. Il cite pas toutes les villes malheureusement. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est qu'à la place de faire ça, il bifurque vers Allahabad et après ça redescend. C'était à 4h30 du soir que les passagers du Mongolia avaient débarqué à Bombay et le train de Calcutta partait à 8h précises. Mr. Fogg prit donc congé de ses partenaires, quitta le paquebot, donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire, lui recommanda expressément de se trouver avant 8h à la gare, et, de son pas régulier qui battait la seconde comme le pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau des passeports. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait à rien voir, ni l'hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni le marché au coton, ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, ni la splendide pagode de Malabar Hill, ornée de 2 tours polygones. Il ne contemplerait ni les chefs-d'œuvre d'Elephanta, ni ces mystérieux hypogées, cachés au sud-est de la rade, ni les grottes Kaneri de l'île Salsette, ces admirables restes de l'architecture bouddhiste. Non, rien. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare, et là il se fit servir à dîner. Tranquille. Entre autres mais, le maître d'hôtel crut devoir lui recommander une certaine gibelotte de lapin du pays, dont il lui dit merveille. Phileas Fogg accepta la gibelotte et la goûta consciencieusement, mais en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable. Oula, petit règlement de compte, qui approche, mais avant ça, on va quand même aller regarder la pagode de Malabar Hill. Bon, évidemment, vous connaissez maintenant, c'est les énumérations de notre cher Jules Verne. On va pas passer la nuit à aller chercher tous ces... Mais ça doit être ça. Ça doit être cet édifice. Ça va clash là. Ouais, alors là, je le sens que... je sens que ça va être le règlement de compte. Attention, les amis, attention, parce que là, il va nous dire des dingueries, je sens. Et gibelotte, c'est quoi? C'est... Enfin là, c'est du lapin, visiblement. Gibelotte de lapin. C'est un ragoût. Fricassé au vin blanc. Donc, en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable, cette gibelotte de lapin du pays. Il sonna le maître d'hôtel. « Monsieur, lui dit-il en le regardant fixement, « c'est du lapin, cela ?»« Oui, my lord, » répondit effrontément le drôle, « du lapin des jungles. »« Et ce lapin-là n'a pas miaulé quand on l'a tué ?» Miauler? Oh, my lord, un lapin, je vous jure, monsieur le maître d'hôtel, reprit froidement Mr. Fogg. Ne jurez pas et rappelez-vous ceci. Autrefois dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. Pour les chats, my lord? Et peut-être aussi pour les voyageurs. Cette observation faite, Mr. Fogg continua tranquillement à dîner. Tandis que le maître d'hôtel, lui, a décidé de rendre sa démission, peut-être, ou d'aller engueuler le cuisinier, ou
Ou peut-être changer l'endroit chez qui il va acheter le lapin, je sais pas, mais en tout cas, il va faire quelque chose, le maître d'hôtel aussi, ça je peux vous le dire. Bon, Phileas qui clash, il clash, il dit les termes. Il dit les termes, bon. On n'était pas là pour goûter le lapin avec lui, on sait pas, on sait pas. Quelques instants après, Mr. Fogg, l'agent fixe, avait lui aussi débarqué du Mongolia et couru chez le directeur de la police de Bombay. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé, sa situation vis-à-vis de l'auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt? On n'avait rien reçu. Et en effet, le mandat, parti après Fogg, ne pouvait être encore arrivé. Fix resta fort décontenancé. Il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. L'affaire regardait l'administration métropolitaine, et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. Cette sévérité de principe, cette observance rigoureuse de la légalité est parfaitement explicable avec les mœurs anglaises qui, en matière de liberté individuelle, n'admettent aucun arbitraire. Fix n'insista pas et comprit qu'il devait se résigner à attendre son mandat. Mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin pendant tout le temps que celui-ci demeurerait à Bombay. Il ne doutait pas que Phileas Fogg n'y séjournât, et on le sait, c'était aussi la conviction de Passepartout, ce qui laisserait au mandat d'arrêt le temps d'arriver. Mais depuis les derniers ordres que lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, Passepartout avait bien compris qu'il en serait de Bombay comme de Suez et de Paris, que le voyage ne finirait pas ici, qu'il se poursuivrait au moins jusqu'à Calcutta et peut-être plus loin. Et il commença à se demander si ce pari de Mr. Fogg n'était pas absolument sérieux et si la fatalité ne l'entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. En fait, peut-être qu'il est pas fou, en fait. Peut-être qu'il veut vraiment le faire, en fait. Le con, il a vraiment envie de faire le tour du monde, quoi. Putain, moi je voulais visiter quoi, merde, putain, chier quoi, moi je voulais avoir une vie tranquille. Puis au final, je me fais emmerder par un vieux con là qui a décidé de faire un truc sorti de nulle part. Lui, ça fait quelques jours qu'il connaît Phileas Fogg. Le jour même où il se fait embaucher, le mec apprend qu'il doit faire un tour du monde. Bon, je peux comprendre qu'il soit pas très chaud, hein. Je peux comprendre. Il lui a fallu arriver en Inde pour capter que c'était pas une blague quand même. Ouais, bah ouais, mais en même temps, tu te dis, en Inde à l'époque, bah c'était territoire britannique, donc tu te dis peut-être que, bon. Peut-être que, voilà, il arrive dans un territoire britannique, il va peut-être s'arrêter là. Enfin voilà. Mais non. Bon, lui, il a pas vu la discussion entre les gentlemen, hein. Il a pas vu à quel point Phileas Fogg était convaincu de son fait et puis a voulu le prouver en pariant, quoi. Il a pas vu tout ça, mais. Mais bon. En attendant et après avoir fait acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaires et au milieu d'Européens de toutes nationalités, des Persans à bonnet pointu, des Bougnats à turban rond, des Sindes, désolé pour les prononciations mais vu que je connais pas tout c'est compliqué, des Indes, je sais pas, des Sindes à bonnet carré, des Arméniens en longue robe, des Parsis à mitre noire. Et il y a aussi les Sindhi, ancien peuple, je suis en train de traduire de l'anglais, désolé, ancien peuple de la péninsule de Taman et de la côte adjacente du Pontus Euxinus. Oula, j'ai chaud là tout d'un coup. Là j'ai chaud là. Ancien peuple de la péninsule de Taman. Ah d'accord, donc en actuelle Russie. Au bord de la mer Noire. D'accord. Juste là. Donc on est quand même un peu loin de... On est quand même un peu loin de l'Inde. L'Inde, on est quand même bien loin de l'Inde, quoi. D'accord.
Donc ça, c'est les Indes, les Sindh, je ne sais pas comment on prononce. Zindi, vu qu'on doit dire Sindhi en Zindi ou en anglais. Je ne sais pas. Donc, il se promenait dans les rues de Bombay, il y avait grand concours de populaires. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis ou Guèbres, descendants directs des sectateurs de Zoroastre, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous, race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, il célébrait une sorte de carnaval religieux avec processions et divertissements, dans lesquels figuraient des bayadères vêtus de gaze rose, brochés d'or et d'argent, qui, au son des viols et au bruit des tam-tams, dansaient merveilleusement, et avec une décence parfaite d'ailleurs. Donc bayadères, c'est donc des danseuses. Une fête célébrée par ces Parsis ou Guèbres, c'est vrai qu'on n'a pas regardé Parsis, Guèbres, tout ça là. Ça nous en fait des mots à regarder. Du don. Persan. Ça me plaît quand c'est simple comme ça. Iranien. Fidèle de la religion de Zarathustra. Et... Zoroastre, descendant direct des sectateurs de Zoroastre. Est-ce que c'est... est une religion qui tire son nom de son prophète et fondateur nommé Zoroastre ou Zarathustra. Chaque être humain est doté d'une âme éternelle et de libre arbitre. Après la mort, les âmes encourent un jugement et vont au ciel ou au purgatoire. D'accord. Voici la religion de Zarathustra. Le zoroastrisme. Si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s'ouvraient démesurément pour voir et entendre, si son air, sa physionomie était bien celle du boubi, le plus neuf qu'on pût imaginer, il est superflu d'y insister ici. Malheureusement pour lui et pour son maître, dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l'entraîna plus loin qu'il ne convenait. En effet, après avoir entrevu ce carnaval par-ci, Passepartout se dirigeait vers la gare quand, passant devant l'admirable pagode de Malabar Hill, il eut la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur. Il ignorait deux choses. D'abord, que l'entrée de certaines pagodes hindoues est formellement interdite aux chrétiens, et ensuite, que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. Il faut remarquer ici que, par raison de scènes politiques, le gouvernement anglais respectant et faisant respecter, jusque dans ses plus insignifiants détails, la religion du pays, punit sévèrement quiconque en viole les pratiques. Passepartout entrait là sans penser à mal, comme un simple touriste admirait à l'intérieur de Malabar Hill ce clinquant éblouissant de l'ornementation brahmanique, quand soudain il fut renversé sur les dalles sacrées. Trois prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris sauvages. Le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renversa deux de ses adversaires, fort empêtrés dans leurs longues robes, et s'élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes, il eut bientôt distancé le troisième hindou, qui s'était jeté sur ses traces en ameutant la foule. Non mais on en parle de Passepartout un peu là, j'ai envie qu'on s'arrête là-dessus. Quand même, Passepartout, t'en as fait beaucoup des conneries. Il va falloir que ça s'arrête, hein. Il va falloir que ça s'arrête, toutes ces conneries, là. Parce qu'il va y arriver une dinguerie. On va pas savoir d'où ça vient, au bout d'un moment. Faudra pas demander d'où ça vient, hein. Parce que le gaz... j'ai oublié d'éteindre le bec du gaz. Je dis au détective absolument toutes les phrases qui font que Phileas Fogg est forcément accusé de vol. Sans le savoir, certes, mais il le fait quand même. Il tient pas sa langue. Et en plus, là, il roue de coups des prêtres alors que c'est lui qui entre dans un lieu sans savoir quelles sont les règles du lieu.
et il leur fout des coups de poing et des coups de pied. Mais vraiment, mais où il est fou, lui. Non, mais mais, mais, mais Passepartout, putain. Passepartout, bordel. Réveille-toi. À 8h moins 5, quelques minutes seulement avant le départ du train, sans chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrivait à la gare du chemin de fer. Fix était là sur le quai d'embarquement. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta et plus loin s'il le fallait. Passepartout ne vit pas Fix, qui se tenait dans l'ombre, mais Fix entendit le récit de ses aventures, que Passepartout narra en peu de mots à son maître. « J'espère que cela ne vous arrivera plus », répondit simplement Phileas Fogg, en prenant place dans un des wagons du train. Le pauvre garçon, c'est pas sûr. Le pauvre garçon, c'est lui qui fout la merde aussi, je suis désolé, tu rentres dans un lieu que tu connais pas, tu te renseignes. Tu rentres pas comme ça, enfin, tu sens que c'est un lieu sacré, religieux, etc. Tu fais attention à ce que tu fais. Passepartout, merde. Le pauvre garçon, pieds nus et tout déconfit, suivit son maître sans mot dire. Fix allait monter dans un wagon séparé quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ. « Non, je reste, » se dit-il. « Un délit commis sur le territoire indien, je tiens mon homme. » En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet et le train disparut dans la nuit. Donc, si je comprends bien, Fix reste à Bombay. Il va pas à Calcutta, il suit pas Fogg et notre ami Passepartout. Probablement comme ça, il a le mandat d'arrêt, puis il essaiera de le rattraper plus tard. C'est bizarre. Pourquoi il dit je reste? Sur le territoire indien, je tiens mon homme. En plus, c'est pas lui qui a commis un délit, c'est pas Phileas Fogg, c'est le Passepartout. Lui, il est pour rien, hein. J'ai une gravure de Passepartout qui est en train de frapper les prêtres. Ah, quel connard, c'est pas possible. J'y crois pas, quoi. Bon, en même temps, il se défend. D'accord. Là, j'avoue que j'ai un petit... Je suis un peu étonné de cette idée de Fix de pas vouloir les suivre. Et de vouloir rester à Bombay sous prétexte que Passepartout a commis un délit. Alors certes, il a commis un délit, mais du coup, est-ce qu'il va vouloir attendre le mandat d'arrestation et demander à la police de Calcutta d'arrêter Phileas Fogg? Je ne sais pas. On va voir ça dans probablement la suite de nos aventures avec le chapitre 11 où Phileas Fogg achète une monture à un prix fabuleux. Le train était parti à l'heure réglementaire. Il emportait un certain nombre de voyageurs, quelques officiers, des fonctionnaires civils et des négociants en opium et en indigo que leur commerce appelait dans la partie orientale de la péninsule. Passepartout occupait le même compartiment que son maître. Un troisième voyageur se trouvait placé dans le coin opposé. C'était le brigadier général Sir Francis Cromarty, l'un des partenaires de Mr. Fogg pendant la traversée de Suez à Bombay, qui rejoignait ses troupes cantonnées auprès de Bénarès. Sir Francis Cromarty, grand, blond, âgé de 50 ans environ, qui s'était fort distingué pendant la dernière révolte des Cipayes, eût véritablement mérité la qualification d'indigène. Depuis son jeune âge, il habitait l'Inde et n'avait fait que de rares apparitions dans son pays natal. C'était un homme instruit qui aurait volontiers donné des renseignements sur les coutumes, l'histoire, l'organisation du pays hindou si Phileas Fogg eût été homme à les demander. Mais ce gentleman ne demandait rien, il ne voyageait pas, il décrivait une circonférence. C'était un corps grave parcourant une orbite autour du globe terrestre, suivant les lois de la mécanique rationnelle.
En ce moment, il refaisait dans son esprit le calcul des heures dépensées depuis son départ de Londres, et il se fût frotté les mains s'il eût été dans sa nature de faire un mouvement inutile. Sir Francis Cromarty n'était pas sans avoir reconnu l'originalité de son compagnon de route, bien qu'il ne l'eût étudié que les cartes à la main et entre deux robres. Il était donc fondé à se demander si un cœur humain battait sous cette froide enveloppe, si Phileas Fogg avait une âme sensible aux beautés de la nature, aux aspirations morales. Pour lui, cela faisait question. De tous les originaux que le brigadier général avait rencontrés, aucun n'était comparable à ce produit des sciences exactes. Phileas Fogg n'avait pas caché à Sir Francis Cromarty son projet de voyage autour du monde, ni dans quelles conditions il le paierait. Le brigadier général ne vit dans ce pari qu'une excentricité sans but utile et à laquelle manquerait nécessairement le transire benefaciendo qui doit guider tout homme raisonnable. Au train dont marchait le bizarre gentleman, il passerait évidemment sans rien faire, ni pour lui, ni pour les autres. Le transire benefaciendo. He went about doing good. To travel along while doing good. Voyager tout en étant bon. Le brigadier général ne vit que dans ce pari qu'une excentricité sans but utile, et à laquelle manquerait nécessairement le transire benefaciendo qui doit guider tout homme raisonnable. Au train dont marchait le bizarre gentleman, il passerait évidemment sans rien faire, ni pour lui, ni pour les autres. 1 heure après avoir quitté Bombay, le train, franchissant les viaducs, avait traversé l'île Salsette et courait sur le continent. À la station de Kalyan, il laissa sur la droite l'embranchement qui, par Kandala et Poona, descend vers le sud-est de l'Inde, et il gagna la station de Powell. À ce point, il s'engagea dans les montagnes très raméfiées des Ghats occidentales, chaînes à base de trappes et de basalte, dont les plus hauts sommets sont couverts de bois épais. C'est vrai qu'on n'a pas regardé les Ghats occidentales. Ça doit être très joli, ça. Ah ouais, le voyage en train devait être pas mal, hein. Ça devait être pas mal, hein, les gâteaux occidentales. Enfin, en tout cas, le trajet en train, là, ça devait être assez joli, hein. Tu devais en prendre plein la gueule. Bon, après, évidemment, Phileas Fogg, il en a rien à faire, hein, mais Passepartout, bah lui, il peut se permettre de regarder un petit peu par la fenêtre, hein. Il peut. De temps à autre, Sir Francis Cromarty et Phileas Fogg échangeaient quelques paroles et à ce moment, le brigadier général, relevant une conversation qui tombait souvent, dit « Il y a quelques années, monsieur Fogg, vous auriez éprouvé en cet endroit un retard qui eût probablement compromis votre itinéraire. » Pourquoi cela, Sir Francis ? Parce que le chemin de fer s'arrêtait à la base de ces montagnes, qu'il fallait traverser en palanquin ou à dos de poney jusqu'à la station de Kandala, située sur le versant opposé. Ce retard n'eût aucunement dérangé l'économie de mon programme, répondit Mr. Fogg. Je ne suis pas sans avoir prévu l'éventualité de certains obstacles. Cependant, monsieur Fogg, reprit le brigadier général, vous risquez d'avoir une forte mauvaise affaire sur les bras avec l'aventure de ce garçon. Passepartout, les pieds entortillés dans sa couverture de voyage, dormait profondément et ne rêvait guère que l'on parlât de lui. Le gouvernement anglais est extrêmement sévère et avec raison pour ce genre de délit, reprit Sir Francis Cromarty. Il tient par-dessus tout à ce que l'on respecte les coutumes religieuses des hindous, et si votre domestique eût été pris... Eh bien, s'il eût été pris, Sir Francis, répondit Mr. Fogg, il aurait été condamné et il aurait subi sa peine et puis il serait revenu tranquillement en Europe. Je ne vois pas en quoi cette affaire eût pu retarder son maître. Et là-dessus, la conversation retomba. Pendant la nuit, le train franchit les Ghats, passa à Nassik et le lendemain, 21 octobre, il s'élançait à travers un pays relativement plat, formé par le territoire du Khandesh. La campagne, bien cultivée, était semée de bourgades au-dessus desquelles le minaret de la pagode remplaçait le clocher de l'église européenne.
De nombreux petits cours d'eau, la plupart affluents ou sous-affluents du Godavéry, irriguaient cette contrée fertile. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le palanquin. On pourrait se permettre d'aller y jeter un œil. Mais qu'est-ce que c'est que le palanquin, les amis? C'est ça. C'est ça, le palanquin. On sait tous ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est rare de savoir exactement comment ça s'appelle. Bah ça s'appelle un palanquin. Passepartout, réveillé, regardait, ne pouvait croire qu'il traversait le pays des hindous dans un train du Great Peninsular Railway. Cela lui paraissait invraisemblable. Et cependant, rien de plus réel. La locomotive, dirigée par le bras d'un mécanicien anglais et chauffée de houille anglaise, lançait sa fumée sur les plantations de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirale autour des groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viharis, sortes de monastères abandonnés, et des temples merveilleux qu'enrichissait l'inépuisable ornementation de l'architecture indienne. Puis, d'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue. Des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu'épouvantaient les hennissements du train. Et enfin, des forêts, fendues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants qui, d'un œil pensif, regardaient passer le convoi échevelé. Pendant cette matinée, au-delà de la station de Malligaume, les voyageurs traversèrent ce territoire funeste, qui fut si souvent ensanglanté par les sectateurs de la déesse Kali. Non loin s'élevait Ellora et ses pagodes admirables, non loin la célèbre Aurungabad, la capitale du farouche Aurangzeb, maintenant simple chef-lieu de l'une des provinces détachées du royaume du Nizam. C'était sur cette contrée que Feringhea, le chef des Thugs, le chef des Thugs, tout simplement, le roi des étrangleurs, exerçait sa domination. Ces assassins, unis dans une association insaisissable, étranglaient, en l'honneur de la déesse de la mort, des victimes de tout âge, sans jamais verser de sang. Et il fut un temps où l'on ne pouvait fouiller un endroit quelconque de ce sol sans y trouver un cadavre. Le gouvernement anglais a bien pu empêcher ces meurtres dans une notable proportion, mais l'épouvantable association existe toujours et fonctionne encore. Eh ben... Les sectateurs de la déesse Kali, donc la déesse Kali qui doit être donc la déesse de la mort. Ouais, to be the master of the death, donc la déesse de la mort. Ellora. Oh! Ah oui. Oui. Sympa. Ellora et ses pagodes admirables. C'est le cas de le dire. Et c'est pas non loin la célèbre Aurungabad. Bah voilà, je savais même pas que c'était Aurangabad. Ouais, j'avoue. Tout plaqué pour faire un road trip en Inde en fait. Ouais, bah ouais, vraiment là. Enfin, déjà pour voir le Taj Mahal, s'il vous plaît quoi. Est une ville et chef-lieu du district d'Aurangabad dans le Maharashtra en Inde. Donc on est encore dans cette zone-là. Le chef des Thugs. C'est sur cette contrée que Feringhea, le roi des étrangleurs, exerçait sa domination. On va quand même aller regarder ce qui c'est ce Gus. T'es qui? Merde. T'es qui? Thug. Les Thugs constituaient une confrérie d'assassins professionnels et adorateurs de Kali, parfois appelés dans son contexte Bhowani. Active en Inde du XIIIe au XIXe siècle, la confrérie serait apparue sous le règne de j'ai pas prononcé. Le sultan de Delhi l'aurait combattu et aurait déporté un millier de Thugs à Gaur au Bengale, où la secte aurait continué ses exactions de façon discrète. Les Thugs formaient une confrérie d'assassins professionnels qui, par groupe de 10 à 40, plus rarement 200 personnes, parcouraient l'Inde sous le costume d'honnêtes voyageurs et obtenaient la confiance des voyageurs des classes les plus aisées. Ils s'interdisaient de sacrifier certains de leurs contemporains dont le meurtre ne satisfaisait pas Kali. Parmi ceux-ci, on trouvait les femmes, les blessés, infirmes ou lépreux,
Les artistes tels que les danseurs, les poètes ou les musiciens, métiers brahmaniques de haute caste, les saints hommes itinérants comme les sadhus ou les fakirs, et les pauvres gens de basse caste comme les blanchisseurs, les balayeurs, les forgerons, les charpentiers et les presseurs d'huile. Les sikhs étaient aussi, semble-t-il, tabous. Les enfants présents dans les caravanes attaquées devaient être adoptés par les thugs et intégrés à leur secte. Ok, ça devait pas rigoler des masses. Les thugs reversaient leur butin aux prêtres brahmanes de l'organisation. L'assassinat en vue d'un profit était pour eux un devoir religieux et était considéré comme une profession sainte et honorable. Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sa religion, quoi? Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein, pour sa religion, pour la foi? Notre foi nous a dit tuer et voler les riches. On est obligé de le faire. C'est notre religion qui nous le dit. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la foi avant tout. C'est la foi qui fait que... Et ça, c'est important, les amis. C'est important de faire les choses parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de réaliser nos rêves et ce que nous dit finalement notre déesse à toutes, Kali, en l'occurrence. Ça c'est beau, cette dévotion pour sa religion, c'est touchant, quoi. C'est touchant, cette dévotion, quoi. Oh là là. Et ouais, le gouvernement anglais a bien pu empêcher ces meurtres dans une notable proportion. Bon, ils se mêlent de ce qui les regarde pas, mais bon, enfin... Voilà, hein, c'est le colonialisme. Mais l'épouvantable association existe toujours et fonctionne encore. À 12h30, le train s'arrêta à la station de Burhampur et Passepartout put s'y procurer à prix d'or une paire de babouches agrémentées de perles fausses qu'il chaussa avec un sentiment d'évidente vanité. Les voyageurs déjeunèrent rapidement et repartirent pour la station d'Assurghur, après avoir un instant côtoyé la rive du Tapti, petit fleuve qui va se jeter dans le golfe de Cambay près de Surat. Il est opportun de faire connaître quelle pensée occupait alors l'esprit de Passepartout. Jusqu'à son arrivée à Bombay, il avait cru et pu croire que ces choses-là en resteraient là, Mais maintenant, depuis qu'il filait à toute vapeur à travers l'Inde, un revirement s'était fait dans son esprit. Son naturel lui revenait au galop. Il retrouvait les idées fantaisistes de sa jeunesse, il prenait au sérieux les projets de son maître, il croyait à la réalité du pari, conséquemment à ce tour du monde et à ce maximum de temps qu'il ne fallait pas dépasser. Déjà même, il s'inquiétait des retards possibles, des accidents qui pouvaient survenir en route. Il se sentait comme intéressé dans cette gageure et tremblait à la pensée qu'il avait pu la compromettre de la veille par son impardonnable badauderie. Ben oui, Passepartout, c'est bien, tu le reconnais. Ou Passepartout, là, peut-être c'est le retour. C'est peut-être le moment décisif dans la vie de Passepartout, là où tout va basculer. C'est peut-être ce paragraphe qui va transformer Passepartout en un crack exceptionnel. Et c'est peut-être ça qui va transformer Passepartout comme un boss, le boss du bouquin. Aussi, beaucoup moins flegmatique que Mr. Fogg, il était beaucoup plus inquiet. Il comptait et recomptait les jours écoulés, maudissait les haltes du train, l'accusait de lenteur et blâmait in petto Mr. Fogg de n'avoir pas promis une prime aux mécaniciens. Il ne savait pas, le brave garçon, que ce qui était possible sur un paquebot ne l'était plus sur un chemin de fer, dont la vitesse est réglementée. Intérieurement à part soi. Donc à part, pour lui, intérieurement. Ouais, c'est vrai que ça aurait été un petit peu... C'est pas tellement le domestique qui doit faire ce genre de remarques à son maître à l'époque, ça se faisait pas vraiment, quoi. Vers le soir, on s'engagea dans les défilés des montagnes du Soutpur, qui séparent le territoire du Khandesh de celui du Bundelkund. Le lendemain, 22 octobre, sur une question de Sir Francis Cromarty, Passepartout, ayant consulté sa montre, répondit qu'il était 3 heures du matin. Et en effet, cette fameuse montre, toujours réglée sur le méridien de Greenwich, qui se trouvait à peu près de 77 degrés dans l'ouest, devait retarder et retardait en effet de 4 heures. Sir Francis rectifia donc l'heure donnée par Passepartout, auquel il fit la même observation que celui-ci avait déjà reçue de la part de Fix. Il essaya de lui faire comprendre qu'il devait se régler sur chaque nouveau méridien et que, puisqu'il marchait constamment vers l'est, c'est-à-dire au devant du soleil, les jours étaient plus courts d'autant de fois 4 minutes qu'il y avait de degrés parcourus.
Ce fut inutile. Que l'entêté garçon eût compris ou non l'observation du brigadier général, il s'obstina à ne pas avancer sa montre, qu'il maintint invariablement à l'heure de Londres. Innocente manie, d'ailleurs, et qui ne pouvait nuire à personne, ça c'est vrai. À 8 heures du matin et à 15 miles en avant de la station de Rothal, le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière, bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici !» Phileas Fogg regarda Sir Francis Cromarty, qui parut ne rien comprendre à cette halte au milieu d'une forêt de tamarins et de cajours. Passepartout, non moins surpris, s'élança sur la voie et revint presque aussitôt s'écriant « Monsieur, plus de chemin de fer !»« Que voulez-vous dire » demanda Sir Francis Cromarty. « Je veux dire que le train ne continue pas. » Le brigadier général descendit aussitôt du wagon. Phileas Fogg le suivit sans se presser. Tous deux s'adressèrent au conducteur. « Où sommes-nous » demanda Sir Francis Cromarty. « Au hameau de Colby » répondit le conducteur. « Nous nous arrêtons ici ?»« Sans doute. Le chemin de fer n'est point achevé. »« Comment il n'est point achevé ?»« Non, il y a encore un tronçon d'une 50aine de miles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend. » Les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète du railway. Que voulez-vous, mon officier, les journaux se sont trompés. Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta, reprit Sir Francis Cromarty, qui commençait à s'échauffer. Sans doute, répondit le conducteur, mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter de Colby jusqu'à Allahabad. Sir Francis Cromarty était furieux. Passepartout eut volontiers assommer le conducteur, qui n'en pouvait, mais il n'osait regarder son maître. Sir Francis dit simplement « Mr. Fogg, nous allons, si vous le voulez bien, aviser au moyen de gagner Allahabad. » Monsieur Fogg, il s'agit ici d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts. Non, Sir Francis, cela était prévu. Quoi, vous saviez que la voie... En aucune façon, mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. Or, rien n'est compromis. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22 et nous arriverons à temps à Calcutta. Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. Il n'était que trop vrai que les journaux du chemin de fer s'arrêtaient à ce point. Les journaux sont comme certaines montres qui ont la manière d'avancer, et ils avaient prématurément annoncé l'achèvement de la ligne. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade. Palkigari à 4 roues, charrettes traînées par des zébus, sortes de bœufs à bosses, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Aussi Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty, après avoir achevé dans toute la bourgade, revinrent sans avoir rien trouvé. « J'irai à pied, » dit Phileas Fogg. Passepartout, qui rejoignait alors son maître, fit une grimace significative en considérant ses magnifiques mais insuffisantes babouches. J'y ai pensé, c'est un peu complexe. Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte, et en hésitant un peu... « Monsieur, dit-il, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. »« Lequel ?»« Un éléphant qui appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. »« Allons voir l'éléphant, » répondit Mr. Fogg. 5 minutes plus tard, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout arrivaient près d'une hutte qui attenait à un enclos fermé de hautes palissades. Dans la hutte, il y avait un Indien et dans l'enclos, un éléphant. Sur leur demande, l'Indien introduisit Mr. Fogg et ses 2 compagnons dans l'enclos. Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal à demi domestique que son propriétaire élevait non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l'animal, de façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage appelé « mouch » dans la langue hindoue, et cela en le nourrissant pendant 3 mois de sucre et de beurre. Ce traitement peut paraître impropre à donner un tel résultat, mais
il n'en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. Très heureusement pour Mr. Fogg, l'éléphant en question venait à peine d'être mis à ce régime et le mooch ne s'était point encore déclaré. Kiuni, c'était le nom de la bête, pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide, et à défaut d'autres montures, Phileas Fogg résolut de l'employer. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. Les mâles, qui seuls conviennent aux luttes des cirques, sont extrêmement recherchés. Ces animaux ne se reproduisent que rarement quand ils sont réduits à l'état de domesticité, de telle sorte qu'on ne peut s'en procurer que par la chasse. Aussi sont-ils l'objet de soins extrêmes et lorsque Mr. Fogg demanda à l'Indien s'il voulait lui louer son éléphant, l'Indien refusa net. Fogg insista et offrit de la bête un prix excessif, 10 livres, 250 francs l'heure. Refus. 20 livres? Refus encore. 40 livres? Refus toujours. Passepartout bondissait à chaque surenchère, mais l'Indien ne se laissait pas tenter. La somme était belle, cependant. En admettant que l'éléphant employât 15 heures à se rendre à Allahabad, c'était 600 livres, 15 000 francs qu'il rapporterait à son propriétaire. Phileas Fogg, sans s'animer en aucune façon, proposa alors à l'Indien de lui acheter sa bête et lui en offrit tout d'abord 1000 livres, 25 000 francs. L'Indien ne voulait pas vendre. Peut-être le drôle flairerait-il une magnifique affaire. Sir Francis Cromarty prit Mr. Fogg à part et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion, qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de 20 000 livres, que cet éléphant lui était nécessaire et que, dût-il le payer 20 fois sa valeur, il aurait cet éléphant. Mr. Fogg revint trouver l'Indien, dont les petits yeux, allumés par la convoitise, laissaient bien voir que pour lui ce n'était qu'une question de prix. Phileas Fogg offrit successivement 1200 livres, puis 1500, puis 1800, enfin 2000, 5000 francs. Passepartout, si rouge d'ordinaire, était pâle d'émotion. À 2000 livres, l'Indien se rendit. Par mes babouches, s'écria Passepartout, voilà qui met à un beau prix la viande d'éléphant. L'affaire conclue, il ne s'agissait plus que de trouver un guide. Ce fut plus facile. Un jeune Parsi à la figure intelligente offrit ses services. Mr. Fogg accepta et lui promit une forte rémunération qui ne pouvait que doubler son intelligence. L'éléphant fut amené et équipé sans retard. Le Parsi connaissait parfaitement le métier de mahout ou cornac. Il couvrit d'une sorte de housse le dos de l'éléphant et disposa de chaque côté sur ses flancs 2 espèces de cacolets assez peu confortables. Phileas Fogg paya l'Indien en banknotes qui furent extraites du fameux sac. Il semblait vraiment qu'on les tirât des entrailles de Passepartout. Puis Mr. Fogg offrit à Sir Francis Cromarty de le transporter à la station d'Allahabad. Le brigadier général accepta. Un voyageur de plus n'était pas pour fatiguer le gigantesque animal. Des vivres furent achetés à Colby. Sir Francis Cromarty prit place dans l'un des cacolets, Phileas Fogg dans l'autre. Passepartout se mit à califourchon sur la housse entre son maître et le brigadier général. Le Parsi se jucha sur le cou de l'éléphant, et à 9 heures, l'animal, quittant la bourgade, s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de Latanier. 2000 livres! D'accord, il lui reste plus que 18 000, tout en sachant qu'il a forcément dépensé de la thune pour aller jusqu'à Bombay. Et puis pour prendre le train, il a forcément payé le train aussi, donc il a moins de 18 000 livres. Un peu moins de 18 000 livres. Donc c'est chaud. Compliqué pour notre ami. Tu connaissais parfaitement le métier de mahout ou cornac, donc de guide, ou alors de guide avec éléphant, ouais, cornac, dérivé du mot singalais, est à la fois le maître, le guide et le soigneur de l'éléphant. Le dos de l'éléphant est disposé de chaque côté sur ses flancs 2 espèces de cacolets assez peu confortables. J'imagine que c'est des endroits pour s'asseoir. Bas comportant 2 sièges.
Oui, ça doit être ce genre de choses, quoi. Latanier. Sorte de palmier, espèce de palmier, qui croît à Madagascar et dans les îles de la Sonde, et dont les feuilles sont en éventail, comme ceci. Après avoir pris le train en direction de Calcutta, nos amis se sont donc arrêtés à quelques heures de Allahabad parce que, bah, en fait, c'était en fake news, tout simplement. Fake news, j'ai envie de dire. Fake news. Le Great Peninsular Railway était pas du tout fini. Il manquait à peu près, je crois, 5 miles, je crois. C'est ce que dit le... C'est ce que dit le... Je suis en train d'avancer alors qu'il faut reculer, je suis con. C'est ce que dit, il me semble, le conducteur du train. Du cinquantaine de miles, non, c'est cinquantaine de miles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend. Donc ils doivent rejoindre Allahabad pour reprendre le Great Peninsular Railway à dos d'éléphant. À dos d'éléphant. Ça fait à peu près 80 de kilomètres, hein, ça fait long hein, quand même. Et ben maintenant, il va falloir espérer qu'en chemin, il se passe pas d'autres problèmes parce qu'ils ont peu de temps quand même. Pour faire tout ça en dos d'éléphant, ils ont pas beaucoup de temps, je trouve. Après, je ne connais pas la vitesse exacte d'un éléphant portant 4 personnes, parce qu'il y a quand même le guide aussi. Donc, chapitre 12, où Phileas Fogg et ses compagnons s'aventurent à travers les forêts de l'Inde et ce qui s'ensuit. Le guide, afin d'abréger la distance à parcourir, laissa sur sa droite le tracé de la voie dont les travaux étaient en cours d'exécution. Ce tracé, très contrarié par les capricieuses ramifications des monts Vindhya, ne suivait pas le plus court chemin que Phileas Fogg avait intérêt à prendre. Le Parsi, très familiarisé avec les routes et sentiers du pays, prétendait gagner une vingtaine de miles en coupant à travers la forêt, et on s'en rapporta à lui. Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty, enfouis jusqu'au cou dans leur cacolet, étaient fort secoués par le trot raide de l'éléphant, auquel son mahout imprimait une allure rapide. Mais ils enduraient la situation avec le flegme le plus britannique, causant peu d'ailleurs, et se voyant à peine l'un l'autre. Quant à Passepartout, posté sur le dos de la bête et directement soumis au coup et au contre-coup, il se gardait bien, sur une recommandation de son maître, de tenir sa langue entre ses dents, car elle eût été coupée nette. Le brave garçon, tantôt lancé sur le cou de l'éléphant, tantôt rejeté sur la croupe, faisait de la voltige comme un clown sur un tremplin. Mais il plaisantait, il riait au milieu de ses sauts de carpe, et de temps en temps, il tirait de son sac un morceau de sucre que l'intelligent Cuny prenait du bout de sa trompe sans interrompre un instant son trot régulier. Cuny qui est donc le prénom de l'éléphant. Après 2 heures de marche, le guide arrêta l'éléphant et lui donna 1 heure de repos. L'animal dévora des branchages et des arbrisseaux après s'être d'abord désaltéré à une mare voisine. Sir Francis Cromarty ne se plaignit pas de cette halte, il était brisé. Mr. Fogg paraissait être aussi dispos que s'il fût sorti de son lit. Tout va bien pour Phileas. Lui, c'est comme s'il était au Reform Club. Là, il est en train de lire son journal tranquille. Il est en train de lire son Morning Chronicle dans le plus grand des calmes. Tout se passe bien pour lui, pas de souci. Mais il est donc de fer, dit le brigadier général en le regardant avec admiration, donc on parle de Phileas. De fer forgé, répondit Passepartout, qui s'occupa de préparer un déjeuner sommaire. À midi, le guide donna le signal du départ. Le pays prit bientôt un aspect très sauvage. Aux grandes forêts succédèrent des taillis de tamarins et de palmiers nains, puis de vastes plaines arides hérissées de maigres arbrisseaux et semées de gros blocs de syénite. Toute cette partie du haut Bundelkund, peu fréquentée des voyageurs, est habitée par une population fanatique, endurcie dans les pratiques les plus terribles de la religion hindoue. La domination des Anglais n'a pu s'établir régulièrement sur un territoire soumis à l'influence des Rajas, qu'il eût été difficile d'atteindre dans leurs inaccessibles retraites des Vindhya. Géographique de l'Inde centrale, donc ils sont à peu près dans cette région de l'Inde. Ils sont pas très loin du but en fait, hein.
Et puis il y avait autre chose que je voulais regarder, c'était retraite des Vindhias. C'est étonnant qu'il y ait autant peu d'images, c'est peut-être parce que c'est pas exactement ce terme-là. Si, les monts Vindhya. Chaîne de montagnes gréseuses et basaltiques de faible altitude de 460 à 1100 mètres de l'Inde centrale, donc ici. Plusieurs fois, on aperçut des bandes d'Indiens farouches qui faisaient un geste de colère en voyant passer le rapide quadrupède. D'ailleurs, le Parsi les évitait autant que possible, les tenant pour des gens de mauvaise rencontre. Ok, donc j'ai cru à un moment que le Parsi, il était pas... il avait peut-être des... Il y a peut-être des envies un peu bizarres, mais visiblement pas. On vit peu d'animaux pendant cette journée, à peine quelques singes qui fuyaient avec 1000 contorsions et grimaces dont s'amusait fort Passepartout. Une pensée au milieu de bien d'autres inquiétait ce garçon. Qu'est-ce que Mr. Fogg ferait de l'éléphant quand il serait arrivé à la station d'Allahabad? L'emmènerait-il? Impossible! Le prix du transport ajouté au prix d'acquisition en ferait un animal ruineux. Le vendrait-on? Le rendrait-on à la liberté? Cette estimable bête méritait bien qu'on eût des égards pour elle. Si par hasard Mr. Fogg lui en faisait cadeau, à lui, Passepartout, il en serait très embarrassé. Cela ne laissait pas de le préoccuper. À 8 heures du soir, la principale chaîne des Vindhias avait été franchie et les voyageurs firent halte au pied du versant septentrional dans un bungalow en ruine. La distance parcourue pendant cette journée était d'environ 25 miles et il en restait autant à faire pour atteindre la station d'Allahabad. La nuit était froide. À l'intérieur du bungalow, le Parsi alluma un feu de branches sèches dont la chaleur fut très appréciée. Le souper se composa des provisions achetées à Colby. Les voyageurs mangèrent en gens harassés et moulus. La conversation, qui commença par quelques phrases entrecoupées, se termina bientôt par des ronflements sonores. Le guide veilla près de Cuny, qui s'endormit debout, appuyé au tronc d'un gros arbre. Nul incident ne signala cette nuit. Quelques rugissements de guépards et de panthères troublèrent parfois le silence, mêlés à des ricanements aigus de singes. Mais les carnassiers s'en tinrent à des cris et ne firent aucune démonstration hostile contre les hôtes du bungalow. Sir Francis Cromarty dormit lourdement, comme un brave militaire rompu de fatigue. Passepartout, dans un sommeil agité, recommença en rêve le culbute de la veille. Quant à Mr. Fogg, il reposa aussi paisiblement que s'il eût été dans sa tranquille maison de Savile Row. À 6 heures du matin, on se remit en marche. Le guide espérait arriver à la station d'Allahabad le soir même. De cette façon, Mr. Fogg ne perdrait qu'une partie des 48 heures économisées depuis le commencement du voyage. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On descendit les dernières rampes des Vindhias. Cuny avait repris son allure rapide. Vers midi, le guide tourna la bourgade de Calengar, située sur le Cany, un de ces sous-affluents du Gange. Il évitait toujours les lieux habités, se sentant plus en sûreté dans ces campagnes désertes qui marquent les premières dépressions du bassin du grand fleuve. La station d'Allahabad n'était pas à 12 miles dans le nord-est. On fit halte sous un bouquet de bananiers dont les fruits, aussi sains que le pain, aussi succulents que la crème, disent les voyageurs, furent extrêmement appréciés. À 2 heures, le guide entra sous le couvert d'une épaisse forêt qu'il devait traverser sur un espace de plusieurs miles. Il préférait voyager ainsi à l'abri des bois. En tout cas, il n'avait fait jusqu'alors aucune rencontre fâcheuse, et le voyage semblait devoir s'accomplir sans accident, quand l'éléphant, donnant quelques signes d'inquiétude, s'arrêta soudain. Il était 4 heures alors. « Qu'y a-t-il » demanda Sir Francis Cromarty, qui releva la tête au-dessus de son cacolet. « Je ne sais, mon officier, » répondit le Parsi, en prêtant l'oreille à un murmure confus qui passait sous l'épaisse ramure. Quelques instants après, ce murmure devint plus définissable. On eût dit un concert encore fort éloigné de voix humaines et d'instruments de cuivre. Passepartout était tout yeux, tout oreille. Mr. Fogg attendait patiemment sans prononcer une parole. Le Parsi sauta à terre, attacha l'éléphant à un arbre et s'enfonça au plus épais du taillis. Quelques minutes plus tard, il revint disant « Une procession de brahmanes qui se dirige de ce côté. S'il est possible, évitons d'être vus. »
Donc les brahmanes, c'est donc ces prêtres qui font partie de la religion un peu obscure avec les Kalis là. Alors c'est pas forcément ça en fait. Les brahmanes, c'est pas nécessairement cette secte là dont on a entendu parler tout à l'heure. C'est juste un membre d'une des 4 castes définies par l'hindouisme, regroupant les prêtres, sacrificateurs, les professeurs et les hommes de loi. Le brahman a pour devoir principal d'incarner le dharma, de le défendre et de le faire respecter par les autres castes sacrées afin de maintenir le bon ordre cosmique. L'ensemble des normes et lois sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou cosmiques. Une procession de brahmanes qui se dirige de ce côté. S'il est possible, évitons d'être vus. Le guide détacha l'éléphant et le conduisit dans un fourré, en recommandant aux voyageurs de ne point mettre pied à terre. Lui-même se tint prêt à enfourcher rapidement sa monture, si la fuite devenait nécessaire. Mais il pensa que la troupe des fidèles passerait sans l'apercevoir, car l'épaisseur du feuillage le dissimulait entièrement. Le bruit discordant des voix et des instruments se rapprochait. Des chants monotones se mêlaient au son des tambours et des cymbales. Bientôt, la tête de la procession apparut sous les arbres, à une 50aine de pas du poste occupé par Mr. Fogg et ses compagnons. Il distinguait aisément à travers les branches le curieux personnel de cette cérémonie religieuse. En première ligne s'avançaient des prêtres, coiffés de mitres et vêtus de longues robes chamarrées. Ils étaient entourés d'hommes, de femmes, d'enfants qui faisaient entendre une sorte de psalmodie funèbre, interrompue à intervalles égaux par des coups de tam-tam et de cymbales. Derrière eux, sur un char aux larges roues dont les rayons et la jante figuraient un entrelacement de serpents, apparut une statue hideuse, traînée par 2 couples de zébus richement caparaçonnés. Cette statue avait 4 bras, le corps colorié d'un rouge sombre, les yeux hagards, les cheveux emmêlés, la langue pendante, les lèvres teintes de henné et de bétel. À son cou s'enroulait un collier de tête de mort, à ses flancs une ceinture de mains coupées. Elle se tenait debout sur un géant terrassé auquel le chef manquait. Sir Francis Cromarty reconnut cette statue. « La déesse Kali, murmura-t-il, la déesse de l'amour et de la mort. »« De la mort, j'y consens, mais de l'amour, jamais !» dit Passepartout. « La vilaine bonne femme !» Le Parsi, lui, fit signe de se taire. Donc c'est haute coiffure de cérémonie portée par les évêques, en l'occurrence, ça doit pas être les évêques, mais... Ah, c'est ça en fait, je suis con. Ah oui. Les yeux hagards, il y avait un autre truc, lèvres teintées de henné, donc c'est comment dire, cette teinture qu'on se met sur les mains, etc., ou à d'autres endroits, hein, un peu partout en fait, on peut. Mais on le voit surtout sur les mains. Et le bétel, par contre, ça, je vois pas trop ce que c'est. Ok. C'est ça qui donne... je sais pas. Ah, c'est la couleur des dents, du coup. Mais bon, on sait que c'est dérivé d'une plante et d'un fruit, et ça fait donc cette teinture. Mais trêve de bavardage, parce que le Parsi, lui, fit signe de se taire. Il faut pas trop déconner avec ces gens, visiblement. Autour de la statue s'agitait, se démenait, se convulsionnait un groupe de vieux fakirs, zébrés de bandes d'ocre, couverts d'incisions cruciales qui laissaient échapper leur sang goutte à goutte, énergumènes, stupides qui, dans les grandes cérémonies hindoues, se précipitent encore sous les roues du char de Jaggernaut. Derrière eux, quelques brahmanes, dans toute la somptuosité de leur costume oriental, traînaient une femme qui se soutenait à peine. Cette femme était jeune, blanche comme une européenne. Sa tête, son cou, ses épaules, ses oreilles, ses bras, ses mains, ses orteils étaient surchargés de bijoux, colliers, bracelets, boucles et bagues. Une tunique lamée d'or, recouverte d'une mousseline légère, dessinait les contours de sa taille. Derrière cette jeune femme, contraste violent pour les yeux, des gardes armés de sabres nus, passés à leur ceinture et de longs pistolets damasquinés, portaient un cadavre sur un palanquin.
Incrustés à froid au marteau de petits filets d'argent d'or formant décor dans un autre métal. Ah! Donc il y a comme des sortes de gravures sur ces longs pistolets ornés d'or ou autres. D'accord. C'était le corps d'un vieillard, revêtu de ses opulents habits de Raja, ayant, comme en sa vie, le turban brodé de perles, la robe tissue de soie et d'or, la ceinture de cachemire diamantée et ses magnifiques armes de prince indien. Puis des musiciens et une arrière-garde de fanatiques dont les cris couvraient parfois l'assourdissant fracas des instruments fermaient le cortège. Sir Francis Cromarty regardait toute cette pompe d'un air singulièrement attristé, et se tournant vers le guide, « Un souti, dit-il. » Le Parsi fit un signe affirmatif et mit un doigt sur ses lèvres. La longue procession se déroula lentement sous les arbres, et bientôt ces derniers rangs disparurent dans la profondeur de la forêt. Peu à peu, les chants s'éteignirent. Il y eut encore quelques éclats de cris lointains, et enfin à tout ce tumulte succéda un profond silence. Phileas Fogg avait entendu ce mot prononcé par Sir Francis Cromarty, et aussitôt que la procession eut disparu, « Qu'est-ce qu'un souti » demanda-t-il. « Un souti, monsieur Fogg, répondit le brigadier général, c'est un sacrifice humain, mais un sacrifice volontaire. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain aux premières heures du jour. » « Ah, les gueux !» s'écria Passepartout qui ne put retenir ce cri d'indignation. « Et ce cadavre ?» demanda Mr. Fogg. « C'est celui du prince, son mari, » répondit le guide, « un Raja indépendant du Bundelkund. »« Comment ?» reprit Phileas Fogg, sans que sa voix trahît la moindre émotion. « Ces barbares coutumes subsistent encore dans l'Inde et les Anglais n'ont pu les détruire. » Le colonialisme, c'est pas la même époque qu'aujourd'hui, évidemment. C'est pas la même époque, évidemment. Évidemment. Dans la plus grande partie de l'Inde, répondit Sir Francis Cromarty, ces sacrifices ne s'accomplissent plus, mais nous n'avons aucune influence sur ces contrées sauvages et principalement sur ce territoire du Bundelkund. Tout le revers septentrional des Vindhyas est le théâtre de meurtres et de pillages incessants. La malheureuse, murmurait Passepartout, brûlée vive. Oui, reprit le brigadier général, brûlée, et si elle ne l'était pas, vous ne sauriez croire à quelle misérable condition elle se verrait réduite par ses proches. On lui raserait les cheveux, on la nourrirait à peine de quelques poignées de riz, on la repousserait, elle serait considérée comme une créature immonde, et mourrait dans quelque coin comme un chien galeux. Aussi la perspective de cette affreuse existence pousse-t-elle souvent ces malheureuses au supplice, bien plus que l'amour ou le fanatisme religieux. Quelquefois cependant le sacrifice est réellement volontaire, et il faut l'intervention énergique du gouvernement pour l'empêcher. Ainsi, il y a quelques années, je résidais à Bombay quand une jeune veuve vint demander au gouverneur l'autorisation de se brûler avec le corps de son mari. Comme vous le pensez bien, le gouverneur refusa. Alors la veuve quitta la ville, se réfugia chez un raja indépendant, et là elle consomma son sacrifice. Pendant le récit du brigadier général, le guide secouait la tête, et quand le récit fut achevé, « Le sacrifice qui aura lieu demain au lever du jour n'est pas volontaire, » dit-il. « Comment le savez-vous »« C'est une histoire que tout le monde connaît dans le Bundelkund, » répondit le guide. « Cependant, cet infortuné ne paraissait faire aucune résistance, » fit observer Sir Francis Cromarty. « Cela tient à ce qu'on l'a enivré de la fumée du chanvre et de l'opium. »« Mais où la conduit-on ?»« À la pagode de Pillaji, à 2 miles d'ici. Là, elle passera la nuit en attendant l'heure du sacrifice. »« Et ce sacrifice aura lieu demain, dès la première apparition du jour. » Après cette réponse, le guide fit sortir l'éléphant de l'épais fourré et se hissa sur le cou de l'animal. Mais au moment où il allait l'exciter par un sifflement particulier, Mr. Fogg l'arrêta et, s'adressant à Sir Francis Cromarty, « Si nous sauvions cette femme, dit-il. »« Sauver cette femme, monsieur Fogg !» s'écria le brigadier général. « J'ai encore 12 heures d'avance. Je puis les consacrer à cela. »« Tiens, mais vous êtes un homme de cœur, dit Sir Francis Cromarty. »« Quelquefois,
répondit simplement Phileas Fogg. Quand j'ai le temps. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Il a un truc attachant, je trouve. Il a un truc attachant dans ce côté un peu maniaque où tu te dis, ouais, il est très ancré sur ses principes, etc. Mais quand même, j'aime bien justement ce côté que quand il peut, il fait. Il fait un peu il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut quand il a le temps, justement. Il fait ce qu'il peut. Et après, bon, est-ce que c'est trop, pas assez? Enfin, voilà, ça c'est encore d'autres questions. Mais le fait est que quand il peut, il s'accorde le temps de le faire. Sur le chemin, il croise donc une cérémonie religieuse avec donc des brahmanes, des prêtres et donc une femme qui va être sacrifiée le lendemain. Elle avait pas l'air vraiment d'être contre ce sacrifice parce qu'elle était complètement droguée au chanvre et à l'opium. Et Mr. Fogg évoque le fait que il a 12 heures d'avance. Et donc il a le temps d'aller potentiellement sauver cette femme. Donc à voir si ils vont y parvenir ou pas, si ça va pouvoir se faire ou pas, et si ça se fait, si ils n'auront pas un peu de retard à cause de ça. Donc à voir. Ce qu'il se passera lundi pour le prochain stream. On se retrouve exactement ce jour-là à 20h30 environ pour la suite du Tour du Monde en 80 jours signé Jules Verne. Et sur ce, bonne soirée et bonne nuit. Salut!